Amis platoniciens et Eupratein, à nos travaux et à nos plaisirs. Pour engager ce cycle herméneutique à tout seigneur, tout honneur, je vais entreprendre le commentaire du Timée. Cette riche pièce de littérature a été retenue par un grand nombre d'historiens des idées comme l'œuvre emblématique de la doctrine platonicienne en son plein épanouissement. On le trouve souvent cité chez Aristote et commenté par Plutarque, Proclus, Alcidius, Léon de Smyrne, puis par l'école de Chartres, Bernard de Chartres, Guillaume de Conches, et jusqu'à Luc Brisson. Il a également influencé quantité de scientifiques, physiciens et astronomes, dont Galilée, qui énonça le fameux postulat, mais le livre de l'univers est écrit en langue mathématique. Sur le fond, comme sur la forme, le primo-lecteur ne tardera pas à s'apercevoir que l'auteur est un maître chevronné, tant pour la montée en tension de sa force ascensionnelle que pour la finesse de sa mise en œuvre. Et quant au lectorat averti, une majorité de philologues et de commentateurs a placé la date de sa composition dans une période où Platon, prenant de l'âge, tire le bilan philosophique de son échec politique. La thèse qu'il avait exposée dans La République, page 473c, est reprise dans la lettre 7, page 326b, thèse selon laquelle la cité ne peut devenir vertueuse qu'à condition que d'authentiques philosophes soient appelés au pouvoir, ou que les détenteurs du pouvoir soient convertis dans l'authentique philosophie, a été mise à mal lors de 3 fâcheuses expériences à la cour de Syracuse. Désormais, le philosophe, ayant simultanément atteint l'apogée de son art et l'affranchissement de ses tribulations, pourra concentrer tout son potentiel sur la recherche et la pédagogie en tant que scolarque de l'Académie. Albert Rivaux place l'écriture du Timée sur un créneau large entre la République et les lois. Émile Chambry la classe juste avant les lois. Léon Robin pense que le texte a été composé dans la veine inspiratoire du sophiste, du politique et du philèbe. Au niveau iconographique, Raphaël, dans sa fresque L'école d'Athènes, a placé le codex du Timée au bras gauche du maître, dont la dextre pointe le zénith. Notons que la main tenant le livre se trouve à la moitié de la longueur du support et que la lettre M, au milieu de la trente, se trouve dans le rapport de 1,61 avec la hauteur de l'œuvre, soit le nombre d'or pythagoricien. De plus, si l'on tente une estimation forcément approximative de la cursivité des lignes, de force, du jeu des pressions, du coffrage des masses, il n'est pas impossible que le peintre ait voulu placer le livre, sinon à l'intersection des diagonales du quadrilatère, du moins au barycentre du volume cadré, ce qui révèle au mieux le rapport que Platon conçoit entre les mathématiques et la physique. La posture n'est pas originale. Le maître d'Urbino l'a reprise des maîtres byzantins et des maîtres enlumineurs. La nouveauté vient plutôt des lignes architecturales environnantes, reproduisant les plans de Bramante pour la basilique Saint-Pierre, alors en construction. Le philosophe, patriarche chenu, se tient debout
jouxtant son cadet Aristote, qui le regarde dans les yeux. Le binôme magistral foule le seuil d'une rotonde, étagée jusqu'à une coupole dont le plafond, semi-sphérique, se trouve caché par l'arc qui couronne l'entrée, mais suggéré par d'habiles jeux de lumière. Cette rotonde n'est d'ailleurs qu'un vestibule, que viennent d'emprunter les entrants, représentés de face, en train de pénétrer sans hâte dans le corps de bâtiment. La salle donnant 4 degrés en contrebas, reproduisant à grande échelle la structure du vestibule, chapeautée à l'avenant par une fort probable demi-bulle absidiale, et sur la baque de laquelle divers secteurs, horizontalement sur 2 ailes, verticalement à travers divers niveaux, sont occupés par des conciliabules bourdonnant entre maîtres et disciples de toutes obédiences, munis de leur instrumentarium. Le spectateur attentif peut remarquer que l'intersection de l'arc dominant la poterne et du cercle en perspective de la première corniche, ceinturant l'antichambre, découpe au compas une mandorle, la vesica piscis de la géométrie sacrée, que la civilisation égyptienne appelle l'œil d'Horus. Symbole de l'éveil de la conscience et dont la projection dans les 6 directions de l'espace dessinera la fleur de vie. Ce faisceau de symboles laisse supposer que, après Fra Angelico et Botticelli, Raphaël aurait subi, à une génération d'intervalle, la forte influence de l'Académie platonicienne florentine, fondée par Marsilh-Ficin. Les caractères essentiels de l'œuvre montrent, à tout le moins, que le commanditaire, le pape Louis II, et l'exécutant tenaient le Timée pour le point focal de la doctrine platonicienne, tant au niveau liminaux de la psychologie et de la cosmologie, qu'au niveau médian de l'anthropologie. Et c'est parce que je partage leur avis que j'ai choisi de commencer par le Timée, mon travail d'interprétation des dialogues. Peut-être conviendrait-il, avant d'entrer en lecture, de conjecturer la finalité qu'a pointée l'auteur en rédigeant son texte, ainsi que les moyens par lesquels celui-ci a jugé bon lui ordonner son argumentation. Bon nombre de commentateurs semblent penser que Platon n'a écrit le Timée que pour exposer l'état de ses propres recherches sur l'univers, ainsi que celles de ses collaborateurs académiciens, notamment Théétète et Eudoxe. Ce point de vue n'est pas inexact, mais il se révèle à l'usage desséchant et mécanisant par décontextualisation. Ainsi coupé du cep, le sarment textuel ne peut que tarir son suc et ternir ses coloris. Je n'hésite pas à affirmer que seul le recours à une lecture exhaustive, point par point, pourra révéler au lecteur que l'auteur n'a pas écrit l'exposé timéen comme une entité autonome, un traité de physique scolaire à destination des physiciens, professionnels ou amateurs, mais
comme la première phase d'une somme finalisée bien au-delà de la physique, en plein horizon métaphysique. Somme dont l'objectif et la structure sont clairement annoncés dans le prologue. Encore faut-il avoir la patience de le lire, la sagacité de le relire, la sensibilité d'y prendre plaisir. En règle générale, l'écriture platonique, comme l'amour platonique, use généreusement des prologues. Rares sont les dialogues comme le Ménon, où l'auteur s'en est dispensé. Le plus long d'entre eux étant indubitablement celui des Lois, qui couvre à peu près un tiers de l'œuvre, et à l'occasion duquel l'Athénien livre à Clinias et à Mégile le sentiment de l'auteur sur la pertinence de ce procédé littéraire. Nous lisons page 722b, guillemets, « Depuis que nous avons commencé à parler des lois, l'aube a fait place à midi, et voilà que nous commençons à peine à en formuler. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici n'était que prologue aux lois, pro oimia nomon. Puis, il généralise la notion pour en montrer l'utilité, d'abord en exemplifiant les échauffements des athlètes, puis en musique, notamment dans le chant citharédique. Selon lui, les prologues constituent la bonne méthode de mise en train, euteknon epikeirein, permettant de mener à bien toute affaire, erainestai. Comme toute démarche se voulant méthodique, le couple écriture-lecture exige une disposition inquisitive, un pas mesuré, un souffle économe, une volonté persévérante, un objectif à focale variable, une réactivité vigilante et pondérée. La procédure doit être scrupuleusement respectée. Aucun détail ne doit être négligé. Aucune étape brûlée, sous peine de perdre la ligne de mire et de perturber le sens. C'est ce qui différencie un travail de professionnel d'un travail d'amateur. Pour nous en prémunir, Socrate a mis en scène la sanction d'une enquête bâclée dans le passage incontestablement le plus frustrant de l'œuvre platonicienne. Passage sur lequel nous aurons l'occasion de revenir fréquemment tout au long de ce cycle de leçons. Nous sommes au livre 4 de la République, au point symptotique où Glaucon et Adimante commencent à entrevoir l'idée de bien. Principe hypothétique, point culminant de la doctrine. Les deux candidats à l'initiation songent sur les charbons ardents. Il ne reste qu'un pas en avant pour atteindre la révélation. Et Socrate, page 506e, fait un pas de côté. Dont il s'explique comme suit, guillemets, « Il faut donc laisser là, ô bienheureux, ce qu'est le bien en lui-même, automen hypotesti tagaton, car il me semble supérieur, Léon, à mon estimation de notre élan, ormen. » Ici, le paradigme, c'est-à-dire l'échantillon exemplaire, sera la discipline olympique du saut. De même que pour sauter un haut mur ou un large fossé, le corps doit avoir couru sur une distance suffisante. De même, pour se catapulter au niveau de l'intuition intellectuelle, l'esprit doit avoir engrené ses raisons sur une suffisante longueur argumentative. Glaucon vient de demander à Socrate de définir l'idée de bien comme il a précédemment défini les vertus, c'est-à-dire à partir de la courte distance de l'analogie
socio-psychologique. À quoi le philosophe répond que cela ne suffit pas. Le niveau de la plus haute connaissance, Megiston Mathema, est tel qu'il exige du pied d'appel une plus large course. Conséquence, à défaut d'être initié au grand mystère, la contemplation de l'idée telle qu'en elle-même, les deux candidats et le lecteur devront rétrograder vers l'initiation au petit mystère. Un simple gage, avancer au sens commercial, donner au sens ludique. L'analogie solaire qui veut que le bien, au niveau invisible, ait une nature et des propriétés analogues au soleil au niveau visible. Glaucon et Adimante s'en contenteront, certains lecteurs non. Pour en revenir au Timée, usant du même mot, ormet, élan, page 24e, Pythias passe du paradigme du sceau à celui de l'assaut. Les Atlantes ont été vaincus par les Archéo-Athéniens parce que leur manque de mesure les a empêchés de bien gérer leur élan. Dès leur point de débarquement, les colonnes d'Hercule, leur puissance déréglée, Dunamine Ubrei pour Eumenen, a gaspillé son élan initialement unifié, Ormétéisan, en diffractant sa concentration. L'armée va se scinder en deux ailes, l'une marchant sur l'Europe, par la péninsule ibérique, l'autre vers l'Asie, par l'Afrique du Nord. Méditerranée empêchant toute jonction. Le général qui a dissocié un élan par nature indissociable a commis une bévue de sous-lieutenant. Sous-estimant ses adversaires, il a divisé par deux son potentiel de choc, dont seulement une moitié va buter contre le potentiel de choc de l'armée archéo-athénienne, laquelle va contre-buter hardiment en appliquant sa vertu, arrêtez, sa vigueur, romée, sa détermination, eupsychia, au service de sa méthode de combat, eknaïs katapolémon. Conséquence, l'Atlantide perdra la guerre. La leçon herméneutique de ces passages est décisive. Le calcul de la juste proportion entre l'élan et les dimensions de l'obstacle est la condition première de tout franchissement. Il n'y a conséquemment que les lecteurs précipités pour ne pas vouloir comprendre la salubrité diététique des hors-d'œuvre, l'agrément érotique des préludes. En ce qui concerne le Timée, le prooimion, d'un calibre copieux, va de la page 17A à la page 27C. Il constitue plus d'un dixième de l'ouvrage. Il contient, en guise d'acclimatation, quantité de data à trier, classer, exploiter. Data que le débutant pourrait estimer plus propre à la scénographie théâtrale qu'à la philosophie. Indication à première vue décentrée, périphérique, portant sur le contexte de la réunion, les différents personnages qui y sont présents ou absents, le sujet de réflexion qui a été proposé la veille, le programme des débats de la journée, la part réservée à la physique, sans oublier un insolite jeu de pistes à propos des mésaventures d'un certain manuscrit ancien relatant une épopée oubliée des historiens qui opposa, voici pas moins de 9 millénaires, un peuple vertueux et un peuple corrompu, les Archéo-Athéniens et les Atlantes. Il faut bien reconnaître que, pour tout chercheur scientifique sérieux,
Soucieux d'approfondir ses connaissances en physique, au tout esprit de géométrie, du plus expéditif au plus patient, le passage obligé par la chimérique Atlantide, constitue le comble de la digression farfelue. Quelle est donc la pertinence de cet exorde surdimensionné? Tactique dilatoire? Taquinerie? Qu'apporte à la marche didactique une telle élongation du tendon? Faut-il imaginer Platon vieillissant, comme lui-même décrivait le vieux Parménide, à la page 137a du Parménide, face au jeune Socrate, Éléate se comparait au vieux cheval d'Hybicos, contraint à participer à une course de chars, et déclarait, à mon tour, je sens en moi, comme une grande crainte à songer, comment il me faudra, si vieux, traverser à la nage un si rude et si vaste océan de discours. Et d'ailleurs, tant qu'à faire, étant donné le niveau d'abstraction des sujets, ne serait-il pas préférable, pour la clarté de l'exposé, d'expurger celui-ci de toute surcharge, de le dépouiller de tous ses oripeaux, décors, personnages, intrigues, sans parler des cachotteries, symboles mythiques, énigmes, anacolutes, questions sans réponse, promesses non tenues, opacités diverses. À quoi bon en outre cette forme dialoguée? La forme aristotélicienne du traité, ou de simples notes de cours, ne serait-elle pas plus appropriée à l'exigence de clarté, de distinction, de précision, qui définit et qui classe toute démarche de pensée rationnelle? On peut comprendre que, de guerre lasse, les primo-lecteurs, bâillant d'ennui, décident d'interpoler les diverticules par des raccourcis, au risque de trébucher ou d'errer. Que les lecteurs scientifiques, carrément exaspérés, choisissent de trancher la question, taillant dans le vif, sectionnant le nœud gordien, coupant court aux finasseries en amputant purement et simplement le passage embarrassant, pour se focaliser immédiatement sur l'exposé timéen, au risque de définaliser, dévitaliser, mécaniser la thèse. On peut le comprendre. Mais on ne peut pas l'admettre. Un texte ne se force pas. Surtout un texte aussi bellement structuré que bonnement texturé. Cette négligence vaudra aux impatients d'abord un double contresens. Ils prendront l'épopée atlante pour un mythe et l'exposé timéen pour un raisonnement. Alors que le texte dit expressément le contraire, sans confusion possible. Cette balourdise va par la suite entraîner une lecture unidimensionnelle de l'ouvrage, réduit à une collection de broderies sur une conception mécaniste de la structure cosmique. Or, ces broderies perdent tout relief si elles ne sont pas mises en perspective par rapport à un dessin platonicien, beaucoup plus vaste, et polarisé sur la finalité de l'univers et son application éthico-politique à l'humain qui s'y trouve intégré. Ce dessin, Socrate le met en place dès l'ouverture du livre, face à ses trois interlocuteurs, Timée, Critias, Hermocrate, tout en laissant la porte ouverte pour un éventuel quatrième larron dont le nom n'est pas mentionné et qui, Dieu sait pourquoi, se fait attendre. Ce long et riche prélude a donc une importance cruciale. Il est le seuil sur lequel le Platon raphaélien tient le livre et montre le ciel.
Il fait du Timée autre chose qu'un simple traité proto-scientifique. Quel est alors le genre littéraire de l'ouvrage? Quant à la partie réservée à son propre exposé, Timée le dira lui-même, page 29d. Il s'agit d'un mythe vraisemblable. Eikota Muton. Et quant à l'ensemble du livre, Christias et Hermocrate diront qu'il intègre ce mythe vraisemblable dans une trilogie ou une tétralogie théâtrale dont le sujet est une épopée. Quittons momentanément le Timée pour ouvrir le Phèdre, qui lui est antérieur. Ceci afin de définir le mode discursif qu'a choisi d'adopter l'écrivain pour écrire ce cycle mythico-dramaturgique. Ce mode est inspiré par les principes constitutifs et régulateurs que Socrate avait naguère mis au point en se promenant avec Phèdre un beau matin d'été dans le but de fonder une discipline littéraire nouvelle que le disciple nomma rhetoricou ekai utanou teknen, la technique de celui qui est éloquent et persuasif. Cette référence à la techné était censée marquer la différence entre la rhétorique socratique et la rhétorique empirico-routinière, empeira kai tribe, que le maître avait déjà critiqué dans le Gorgias. Extérieurement, la différence entre une technique et un empirisme routinier est que l'une est rapportable à un plan architectural d'ensemble, l'autre non. Intérieurement, une kné digne de ce nom est un savoir-faire fondé sur un savoir limité, mais avéré, et non sur une application machinale de recettes. Pour ce qui est des effets, dans le cas de la rhétorique, l'empirisme routinier ne produira qu'un badigeon recouvrant l'âme réceptrice d'un nappage d'opinion, tandis que la technique adéquate produira une teinture imprégnant l'âme réceptrice dans sa masse. Léon Robin et un certain nombre de commentateurs ont retenu cette méthode sous l'appellation de rhétorique philosophique. À partir de la page 269b du Phèdre, Socrate, pour contredire son premier discours vilipendant l'amour, vient d'improviser un échantillon de cette rhétorique novatrice sous la forme de son second discours palinodique, éloge de l'amour, va maintenant détailler son procédé. Il faut tout d'abord s'accorder sur le domaine dans lequel cette méthode est efficace. Il est hors de doute que pour tout sujet mathématique, comme la duplication du carré sur la diagonale, décrite dans le Ménon, seul le mode du raisonnement démonstratif est valide et décisif. Pour un sujet purement métaphysique, comme la possibilité pour l'esprit humain de penser et de formuler l'un, l'unité, l'union, l'unification, le mode du raisonnement restera valide et décisif, mais uniquement sur le mode parménidien apophatique, c'est-à-dire négatif, en recourant à la preuve par l'absurde. Dire ce que l'un n'est pas, tant que nous manquera l'aptitude à penser clairement ce que l'un est. Cela posé, il est clair que la rhétorique philosophique, impropre à formuler les sciences exactes et la métaphysique, ne conviendra que pour traiter les sujets litigieux, où le coefficient d'incertitude ne permet que des réponses sous forme de paris, plus ou moins risqués. Ce que Socrate appelle, page 114d du Phédon, le beau risque. Talos o Pindunos.
Tels sont les sujets de la plupart des dialogues. Qu'est-ce que telle vertu particulière? Est-ce que la vertu en général est-elle unique ou multiple? Est-elle enseignable? Vaut-il mieux subir l'injustice que la commettre? Qu'est-ce que l'amour? L'amour est-il bienfaisant ou malfaisant? Comment les mots correspondent-ils aux choses? L'âme est-elle immortelle? Qu'est-ce que la cité vertueuse? Qu'est-ce que la bonne rhétorique? Qu'est-ce que la connaissance? Qu'est-ce qui différencie un sophiste d'un philosophe? Qu'est-ce qu'un bon politique? Comment hiérarchiser les plaisirs? Sur ce type de sujet, la plume de Platon fait adopter au discours socratique une conduite mixte qui fait alterner deux sortes de navigation. La première navigation du raisonnement kataphatique ou apophatique jusqu'à sa limite. Puis, une seconde navigation subsidiaire, la simple supposition. C'est que sur l'ensemble de ces sujets, le potentiel cognitif humain est insuffisant pour atteindre la vérité absolue. Le plafond de la puissance raisonnante ne peut être franchi, aux risques et périls du chercheur, que par des intuitions formulables par l'inférence relativement rationnelle des hypothèses à confirmation différée, ou par l'inférence imaginative des mythes dont la confirmation n'est que poétique. Dans un cas comme dans l'autre, tout l'art de l'émetteur, ne pouvant prétendre au vrai, vise à obtenir des récepteurs qu'il se déclare persuadé par le vraisemblable, c'est-à-dire par un discours cohérent, nettoyé de tout vice de forme, et sur lequel les plus exigeants des critiques puissent tamponner le visa, tout se passe comme si. C'est donc au vraisemblable et quota que doit s'attacher toute rhétorique, y compris la rhétorique philosophique dont l'objectif ne dépasse pas la persuasion. Aux pages 261 à 271c du Phèdre, Socrate définira la fonction de cet art persuasif par le mot psychagogia, conduite des âmes. Tout psychagogue, il choisit comme exemple Héraclès, doit remplir deux conditions préalables. Posséder un talent naturel d'éloquence et le cultiver par l'acquisition de connaissances, épistémènes, et d'exercices, mélétènes, mais pour passer de la pratique ordinaire à la maîtrise, virtuose, c'est-à-dire à un niveau de sublimité dans la pensée, upselonun, se traduisant par une perfection de mise en œuvre, Tevesiurgon, pour acquérir la touche raphaélienne. L'apprenti doit sublimer le niveau des techniques courantes, cette sublimation étant conditionnée par ce que Socrate appelle ironiquement certaines divagations spéculatives, adoleschias, à propos de la nature des phénomènes célestes, meteorologias fuseos. Il se réfère à l'apport décisif d'Anaxagore, Périclès. Or ça, quel rapport entre les astres et les discours persuasifs? Leur principe d'organisation. Les apparentes divagations anaxagoréennes étaient en réalité la bille baude d'un fin limier. Elles lui avaient permis la détection dans les espaces célestes et terrestres de ce qui fut sa grande trouvaille, l'intellect, nous. C'est cette transfiguration noétique, c'est-à-dire relative au nous,
qui a propulsé Périclès à l'exceptionnel niveau psychagogique que les historiens ont retenu. Je tiens au passage à surligner cette formulation, qui prête à confusion, dans la mesure où l'ironie socratique pousse l'euphémisme jusqu'à l'antiphrase. Ce haussement de ton, cette surcharge de traits, cet apparent manque de finesse doit être rapporté au fait que la célèbre étourderie de Thalès, tombant dans un puits alors qu'il marchait en contemplant les étoiles, était devenue à l'époque un lieu commun de l'humour populaire. Anaxagore lui dut de perdre un procès. Socrate lui-même en fit les frais avant même son propre procès. Dans la comédie Les Nuées, Aristophane, dont la finesse n'est pas la qualité supérieure, l'avait traité de tête en l'air et de divagant. Météoroscopon tekai adolescen. Si bien que le philosophe, plageant ici la saillie aristophanesque, semble, pour de rire, ridiculiser les astronomes, alors même qu'il est en train, pour de vrai, de valoriser l'astronomie au point d'en faire, séance tenante, la condition sine qua non de la maîtrise du verbe. La virtuosité de la rhétorique philosophique n'est en fait obtenue qu'à la condition de la mise en résonance du nous humain sur le nous cosmique, qui va rendre compénétrable l'ordre du discours et l'ordre du monde. Compénétrabilité qui solidarisera la rhétorique avec le sens des choses et qui, rapportant la finalité interne des mots à la finalité externe des choses, l'empêchera de devenir un simple moyen de persuasion pouvant être mis au service de toute cause, même non vertueuse. Cette mise en phase, qui sera l'objet du Timée, avait été introduite dès la page 507E d'un dialogue antérieur, le Gorgias, pour contrebattre Galliclès, qui mettait la rhétorique empirique au service de la loi du plus fort. Socrate indexait le discours philosophique sur la loi mathématico-astronomique de l'égalité géométrique, présentée comme régulatrice des éléments du quadripartite physico-métaphysique. Le ciel et la terre, les dieux et les hommes sont liés ensemble par l'amitié filiale, le respect de l'ordre cosmiotheta, la modération sophrosunène et la justice dikaiotheta. Et pour cette raison, ils appellent le tout, l'ordre des choses, cosmon. Tu oublies, dit Socrate à Calliclès, l'égalité géométrique, isotès et géométrique, et qu'elle est toute puissante. De même donc que Périclès a eu besoin du nous anaxagoréen pour persuader les Athéniens de lui confier le pouvoir, de même la cité vertueuse aura besoin du nous des astronomes, en particulier de Timée, pour aspirer, réguler et défendre ces institutions qui confient le pouvoir aux philosophes. Et c'est dans ce dessein que Socrate, Critias et Hermocrate l'inviteront à participer à leur projet. Qu'est-ce donc que ce précieux nous anaxagoréen? Pour le moment, à l'intention des débutants, j'en donnerai une définition très générale. Nous est un terme homérique, rapportable à l'efficience du stratège qui a correctement ordonné ses troupes sur le terrain et qui ordonne telle manœuvre en réagissant adroitement au mouvement de l'ennemi. Anaxagore fera fuser le nous du champ de bataille à l'univers entier, de la polémologie à l'astronomie.
Ainsi sublimé, le nous prendra la majuscule et deviendra le stratège des galaxies. Le fragment 12 définit son rôle. Il a tout ordonné, anta diekos comme cela devait être. C'est-à-dire, il a tout mis en bon ordre lorsqu'il a tout compris. Et il a donné les bons ordres parce qu'il a bien décidé en fonction de ce qu'il a bien compris. Quant à sa nature, de même qu'un ordinateur ordonne les datas grâce à l'intelligence artificielle, de même que le stratège ordonne son armée grâce à l'intelligence naturelle, le nous ordonnera le cosmos grâce à l'intelligence surnaturelle. La notion d'intelligence se définit psychiquement par l'aptitude à la compréhension et à la rétroaction. Saint Thomas d'Aquin a traduit nous par intellectus, d'où dérive chez Dante intellecto et le français intellect. L'intellect anaxagoréen est une conscience intelligente transcendante capable de devenir cosmogène, c'est-à-dire capable, après contemplation de l'ordre intelligible des idées, de mobiliser son énergie pour transformer le vortex chimèrement chaotique en un monde macrocosmique ordonné à la finalité du bien selon les lois mathématiques. Ces lois sont ressaisissables, notamment à partir de l'égalité géométrique, par son parent pauvre, le nous microcosmique, conscience immanente, censée culminer et commander dans l'âme de l'homme, mais de l'homme vertueux, pour lui donner à comprendre ce qu'il lui est possible de comprendre. Anaxagore subodore entre le nous cosmogène et le nous humain un rapport qu'Aristote a appelé homéomérie, le homios, semblable, et méros, portion, préfigurant la théorie moderne des fractales. De même que chaque molécule d'un cristal reproduit en miniature la structure visible du cristal, de même le micro-cristal humain est, de par sa parenté pauvre mais structurelle, rendu apte à éprouver une affinité élective avec le macrocristal cosmogène, de préférence à travers le moyen terme de la géométrie cosmique. Quel que soit leur différentiel, nous, n majuscule, et nous, n minuscule, étant tous deux capteurs d'ordre, metteurs en ordre et promoteurs d'ordre, leur affinité morphologique, pour peu qu'elle évolue, à force de médiation, vers la sympathie, pourra devenir le facteur heuristique déterminant qui métamorphosera les chercheurs chanceux en trouveurs, trouvères, troubadours. Métamorphose où l'âme entière sera pilotée vers ce que Platon appelle noèse, noésis, que Nicolas de Cuse traduit par intuitio intellectualis, et que les mystiques appellent théoria, contemplation. Quoi de plus frustrant que de chercher indéfiniment sans jamais trouver? Quoi de plus gratifiant que de trouver après avoir cherché? Quoi de plus émoustillant que de trouver sans avoir cherché? Cette révélation entraîne un état jubilatoire de la conscience, pousse le trouveur à s'éclamer « Eureka !» comme Archimède dans son bain, comme Newton dans sa pommeraie. Cet intermédiaire avec les sens, cet état mental consiste en une clarification soudaine de la pensée, mise inopinément en relation immédiate avec les sens des objets, leurs rapports, voire leurs principes idéels, et pourquoi pas le principe sommital de l'ordre du monde.
parquet, que n'ont pas atteint les imprévoyants Glaucon et Adimante. L'encyclopédie des sciences accumulées par l'humanité au cours des âges n'a pas d'autre origine. La finalisation du monde vers ce qui doit être, une forme du bien récupérable, une proportion gardée, comme fractale par la conscience humaine, est donc la raison d'être du nous d'Anaxagore. Socrate en sera tellement emboué, il regrettera, page 98b du Phédon, que son inventeur est insuffisamment développé. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Notons au passage que l'étymologie du mot cosmos s'applique à la science cosmique comme à l'art cosmétique. Il se réfère initialement à la transformation d'une chevelure hirsute en un chignon quasi parfait, tel que celui de la Vénus de Milo. S'il veut un jour accéder aux fonctions avancées de la contemplation des idées, tout apprenti philosophe doit affiner sa contemplation du firmament en l'imaginant comme une surmultiplication sublimatoire de la contemplation de ce chef-d'œuvre, en approfondissant son émotion esthétique, puis en évoquant la femme exceptionnelle qui en fut le modèle au temps où il émergea du bloc de marbre, enfin évoquant la déesse en personne, dans toute sa sublimité. Entre ces trois niveaux de la réalité, œuvre d'art, œuvre de nature, œuvre de surnature, le point commun est l'analogie proportionnelle, l'égalité géométrique, qui, par l'effet de sa seule élégance, peut faire cabrioler l'intellect du perçu au conçu, du visible à l'intelligible, de l'humain au divin. Je n'ai pas cité la sculpture au hasard. Si cette forme d'art a atteint en ces lieux et temps un niveau indépassable, c'est sans doute que, comme la rhétorique philosophique, elle mesura les dimensions idéales du corps humain en analogie avec les proportions cosmiques, notamment le nombre d'or, que les mathématiciens symbolisèrent par la lettre phi en hommage à Phidias. En résumé, Socrate vient de fonder la maîtrise de sa rhétorique philosophique sur un talent initial, renforcé par l'étude et l'exercice, discipliné et finalisé par la connaissance de l'ordre du monde. Cela fait, il va parachever sa méthode en usant du paradigme médical pour expliciter le rapport macrocosme-microcosme, page 270b. Il remarque qu'Hippocrate, d'accord en cela avec le chaman thrace Zalmoxis, cité page 156d du Charmide, juge que, pour décider d'un régime diaïtes, l'examen de tel organe ne doit pas s'isoler de l'examen de l'organisme. Et qu'a fortiori, l'examen de tel organisme ne doit pas s'isoler de l'examen de l'univers. Cette étroite interdépendance des parties et du tout maintient le raisonnement dans le droit fil de la doctrine d'Anaxagore, qui déclarait au fragment B6, tout est dans tout. Cette formule signifie que non seulement l'intellect cosmogène a unifié homéomériquement l'intellect humain avec lui-même, mais qu'il a fait de même pour les éléments du tout entre eux. Ainsi conçu, le grand tout formera une grande famille, où les éléments se rassemblent, ce qu'ils se ressemblent. La nature sera mère et non marâtre, associative et non dissociative. Et puisqu'en ces sujets on ne peut que parier, le nous et les homéoméries anaxagoréennes chercheront à dissuader les parieurs de miser sur un univers schizoïde, conçu comme un fait brut, sans raison ni explication. Une coagulation aléatoire de singletons hétérogènes,
d'isolats impermanents, éparpillés dans un espace opacifié. Ce pari négatif, outre sa contre-intuitivité, ne ferait qu'instaurer un climat de méfiance qui donnerait au sujet le sentiment d'être étranger à son objet et l'inciterait au repli sur sa fracture intérieure, au ressassement du non-sens. En revanche, l'audace de risquer sa mise sur le nous conférera à la conscience une capacité de penser sans dissocier, évoluant vers une disposition à la familiarité qui l'ouvrira à la significativité du monde. Chercher à comprendre n'a de sens qu'à la stricte condition, d'une part, qu'il y ait quelque chose à comprendre, et d'autre part, que je puisse me reconnaître dans ce quelque chose. Ce n'est qu'au sein d'un univers conçu comme entité homogène, fondé par un intellect cosmogène, que l'intellect humain parvenu à ce que Lacan nomme le stade du miroir, pourra appliquer l'adage homérique prônu au rang d'axiome, page 404b du De Anima aristotélicien, le semblable connaît le semblable. Pour retrouver analogiquement telle abstraction métaphorique dans telle concrétion empirique, en se retrouvant lui-même dans la conscience noétique universelle. Cette conception qui assimile le rapprochement analogique à l'unité parentale, sensable au moins à partir du Aum hindouiste, fera Florès, à l'époque hellénistique et romaine, avec l'hermétisme, fondé sur l'aphorisme d'Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et plus tard, chez Paracels, Jacob Böhm, et même chez Newton. Le point commun entre ces courants de pensée scientifiques, philosophiques et mystiques est le pari cosmique. Éclairé par l'affiliation des éléments cosmiques à l'intellect cosmogène, la mission du psychagogue, réaffilier les âmes au cosmos et à son principe, s'accomplira en rapportant les parties de la psyché, l'âme, à son ensemble, afin de mettre en phase la structure des âmes individuelles avec celle de l'âme du monde, qui n'est que suggérée dans le Phèdre, mais qui fera l'objet d'une étude complète à partir de la page 34b du Timée, où le démiurge lui donnera sa forme. Comment le psychagogue doit-il concevoir le psychisme s'il veut l'orienter et le diriger convenablement dans la direction qu'indique le Platon raphaélien? Dans son discours échantillon du Phèdre, éloge de l'amour, Socrate, page 246a, vient d'illustrer sa conception de l'âme humaine par l'image mythique de l'attelage ailé. Cet attelage est tripartite. Le cocher figure l'intellect, le cheval docile figure les passions généreuses, et le cheval rétif figure les passions égoïstes en rapport étroit avec les exigences du corps. En son dernier jour, Socrate a dit « Philosopher, c'est apprendre à mourir », ce qui signifie, loin de toute rumination morbide, que l'amour de la sagesse ouvre à l'âme la possibilité d'un certain détachement par rapport aux exigences du corps. À cette occasion, le cocher noétique, usant de tout son tact équestre, doit équilibrer le dispositif psychique afin de le diriger sur un parcours cosmique à la suite des attelages divins, parcours perturbé par les écarts du mauvais cheval, qui, justement, provoque des divagations. Le but de l'épreuve est de parvenir au point sommital de l'abside semi-sphérique, amorcé par le pinceau du virtuose Raphaël, au zénith de l'index platonicien, où un opercule ouvre ou ferme l'accès au lieu hypercéleste,
Topos Uperuranios, dans lequel seuls les intellects humains, mis en résonance avec l'intellect cosmogène, pourront contempler l'intelligible. Un espace que les manuels scolaires appellent le monde des idées. C'est à cette exclusive finalité psychagogique que Socrate ordonnera son art rhétorique pour conduire l'âme de Phèdre, et d'ailleurs de l'ensemble de ses interlocuteurs, dans l'ensemble de ses entretiens, à la contemplation hypercosmique, idéale, qui permettra de qualifier la doctrine socratico-platonicienne d'idéalisme. Dans ce but, pour être efficace, page 271a, le psychagogue devra affiner sa psychologie en étudiant chacune des trois composantes de l'âme. Puis, il devra classifier une hiérarchie caractérologique en jaugeant en chaque âme le rayon d'action du nous, l'emprise du cocher sur les deux autres composantes, afin de situer telle âme sur une échelle d'envergure spirituelle, de réceptivité, de compréhension et de réactivité argumentative. L'échelle est graduée de la masse opaque, stupide, lente, épaisse, arriérée, bornée. Exemple, Anitos dans le Ménon. À l'élite brillante, intelligente, rapide, raffinée, curieuse, ouverte, rétroactive. Exemple, Théétète dans la trilogie Théétète sophiste politique. En passant par une moyenne, Glaucon, Adimante, Phèdre. Puis, il devra répertorier les moyens discursifs d'impacter chacune de ces trois composantes. Enfin, il devra établir une colonne de type de discours, une colonne de type d'âme, et adapter congruement la première à la seconde. Ce sont ces divers portraits psychiques, ces caractères au sens de Théophraste ou de La Bruyère, mis en scène par l'auteur, qui aideront le lecteur à comprendre les divers modes d'adaptation discursive choisis stratégiquement par le philosophe vis-à-vis de chacun de ses interlocuteurs. Dans le Phèdre, Socrate se trouve en face d'un seul homme. Dans d'autres dialogues, il doit appliquer sa méthode à deux ou plusieurs hommes, parlants ou silencieux, de divers tempéraments et diversement disposés à l'égard de sa personne et de sa mission philosophique. Refermons le Phèdre et rouvrons le Timée, où Socrate a mis en œuvre sa méthode psychagogique devant 4 interlocuteurs, dont 2 lui répondront à peu près sur le même registre. Le Timée se prête à la rhétorique philosophique dans la mesure où chaque participant reconnaît implicitement que la thèse mise en cause, la structure de la cité vertueuse comme moyen terme entre la structure du cosmos et la structure de l'âme individuelle, n'est accessible au potentiel cognitif humain que sous forme de vraisemblance. Pour ce qui est du niveau psychique des convives, il est supérieur à celui de Phèdre qui apparaît dans le banquet et dans le Phèdre comme un godelure papillonnant à la surface des discours. Platon dépeint Timée, Critias et Hermocrate au moment de leur échange comme des hommes d'âge, de savoir, d'expérience et de mesure. Le discours qu'ils s'adressent les uns aux autres sont donc d'un niveau convenable, et quant au mode discursif présent dans ce dialogue, Socrate emploiera le raisonnement hypothétique appliqué à la politique, et Critias emploiera le raisonnement assertorique appliqué à l'histoire. Quant à Timée, il emploiera le mythe. Il énoncera son choix, page 29c, lorsque, après avoir posé la nécessité d'une parenté subgeneis entre les objets et les discours qui s'y rapportent, il déclarera sans ambiguïté, guillemets,
Il nous suffit d'accepter en ces matières un mythe vraisemblable, et nous ne devons pas chercher plus loin. Poste peri touton ton eikota muton, apodecominus, repei, totumedes eti pera zetein. Il est donc clair que l'ensemble de son exposé, n'en déplaise à certains scientifiques, ne peut dépasser le genre littéraire du mythe vraisemblable. Timée justifiera son choix en estimant que l'objet de son enquête, tout phénomène naturel perçu et expérimenté par la conscience, n'est ni constant, monimou, ni sûr, débayou, ni translucide pour le nous, cataphanous. Timée se limitera donc à produire une fiction qui se veut en rapport d'analogie avec la réalité, dans une formulation qui réduit les incohérences à leur minimum, de manière à conférer un coefficient d'incertitude une limite suffisante pour autoriser le pari le moins risqué possible. Dans sa notice du Phèdre, aux éditions des Belles Lettres, Léon Robin confirmera cette classification en écrivant, ainsi, tout ce qui constitue la partie mythique du Timée, c'est-à-dire presque tout, serait un exemple de ce que réclame le Phèdre, une extension à la nature et au tout de la rhétorique philosophique, entend précisément qu'elle est une psychagogie et que l'âme est son objet. Fermeture des guillemets. Cet état de fait implique que tous les commentateurs qui ont labellisé le mythe vraisemblable timéen sous la rubrique traité scientifique, ou pire encore, moment de l'histoire de la physique, pensant qu'ils prétendaient décrire le cosmos et ses lois dans leur réalité, ont fait fausse route. Platon n'a pas introduit le personnage de Timée dans l'économie du texte pour focaliser le lecteur sur la seule physique. La mission psychagogique de Timée est de guider l'attelage ailé psychique du lecteur, de sorte que son voyage astral débouche sur une exploration de l'espace intelligible par une mise en phase noétique du microcosme de l'âme humaine et du macrocosme de l'âme cosmique, à travers le moyen terme de la cité vertueuse. Une simple application de l'injonction delphique « Connais-toi toi-même ». Voilà l'ambition du texte, et voilà l'ambition générale de la philosophie telle que la concevaient Socrate et Platon. Quant à l'épopée Atlante, nous y venons. C'est exactement le contraire. Même si le souci de crédibilité, voire la crainte du ridicule, dissuade la quasi-totalité des commentateurs officiels de soutenir qu'elle puisse reposer sur des faits réels. Or, la guerre atlante n'a pas surgi dans le récit comme un simple propos de fable, un passage du coq à l'âne. Elle est au cœur du débat. Son thème est centré sur le projet général de l'entretien de la veille comme de l'entretien de ce jour. Comment organiser la cité vertueuse à mi-chemin entre le microcosme et le macrocosme? Dans cette perspective, si l'archéo-Athènes n'est pas une fantasmagorie d'utopiste, s'il a historiquement existé, et surtout si elle a vaincu l'Atlantide, cela ouvre une espérance, cela implique que la cité vertueuse est viable, et surtout que ses vertus la rend intrinsèquement plus puissante que toute cité corrompue, ce qui lui donne un poids historique décisif. Tintin peut vaincre Rastapopoulos. Si donc un peuple parvenait à organiser la cité ici et maintenant, l'histoire basculerait. Il deviendrait envisageable que les territoires ne soient plus voués à la dévastation, que les peuples ne soient plus à perpétuité condamnés à la spoliation, à l'exploitation, à l'endoctrinement, au massacre,
au Depsal. Il deviendrait possible que l'humanité soit délivrée un jour de l'immonde Armageddon des tyrannosaures. L'histoire devienne autre chose qu'une entre-dévoration, que la démesure et l'injustice ne soient pas une fatalité, que les vertus de tempérance, de justice, ou simplement l'échange de bons procédés, sans arrière-pensée, entre hommes de bonne volonté, puissent non seulement se réaliser, mais encore s'imposer, à plus grande échelle que chez l'individu ou les groupes restreints, au moins provisoirement. Tel est l'enjeu essentiel du Timée. L'explication physique des natures cosmiques et humaines, ne contribuant accessoirement en tant que condition d'intelligibilité. Il se trouve, comme nous l'avons vu, que la veille, Socrate a repris devant 4 interlocuteurs sa conception de la cité vertueuse qu'il avait déployée quelque temps auparavant chez Céphale devant les personnages de la République. Aujourd'hui, les 4 interlocuteurs doivent lui rendre la politesse, mais il en manque un, qui paraîtra peut-être plus tard, comme le dit Alcibiade au banquet d'Agathon, emménagé entre ces quelques théâtres. Socrate récapitule brièvement sa conception, non sans reprocher à son propre exposé de la veille son côté purement théorique. Pour éviter de passer pour un songe creux, il souhaiterait que ces 3 hôtes présents apportassent quelque épaisseur au brouet, ne serait-ce qu'en bâtissant un récit épique sur le modèle homérique qui illustrerait la confrontation entre les citoyens de la cité vertueuse et les citoyens d'autres cités, afin de voir lesquels l'emportent. Et pour procéder per gradus debitus, il faut d'abord définir la nature de l'homme et du citoyen, ce qui, en vertu du présupposé tout est dans tout, n'est possible qu'en concevant celui-ci en rapport avec la nature de l'univers qui l'englobe. Telle sera la mission de Timée. Suite à quoi, Critias, Hermocrate et éventuellement le 4e Quidam, anonyme et absent, devront édifier le monument qui s'intégrera de lui-même dans le cycle de tragédie. L'origine de la tragédie étant l'épopée, comme le confirmera Aristote, page 144-9, 1449a de sa politique. Or, page 26b, coup de théâtre. À la surprise générale, Critias révèle que l'épopée prévue ne sera pas une fiction littéraire, mais un compte-rendu historique en bonne et due forme. Un Deus ex machina vient en effet de surgir à point nommé sur la scène, sous la forme d'un mystérieux manuscrit, selon, aïeul de Critias et de Platon, avait rapporté d'Égypte, et dans lequel est rapportée l'histoire de la guerre atlante, vieille de 9000 ans. Guillemets, c'est Critias qui a la parole, les citoyens que tu as représentés mythiquement, Muto, dans ton exposé théorique d'hier, seront transférés, Méténécontes, dans le vrai Talétès. Ce sont nos ancêtres, Progonus. Fermeture des guillemets. Si Critias ne ment pas, l'Atlantide, quels que soient les coloriages disneylandesques dont il l'affublera à son tour de parole, ne sera pas à classer dans la rubrique mythe. On pourrait mettre les livres d'Hérodote en vers, il n'en serait pas moins de l'histoire qu'en prose, dit encore Aristote, page 1451b de sa poétique. Les archéologues, dont les convictions ne dépendent que de l'état contingent des découvertes à l'instant T, ont longtemps tenu pour certain que la datation de Critias, 9000 ans, était exorbitante, incompatible avec la présence d'une civilisation. Le passage de groupes d'Homo sapiens à état civilisé leur semble en effet conditionné par
le passage d'une économie de chasseurs-cueilleurs nomades à une économie d'agriculteurs et d'artisans sédentaires. Or, la première économie de ce genre qui ait laissé des traces fut celle des Sumériens dans le croissant fertile de basse Mésopotamie vers 3500 ans avant notre ère. Cette idée reçue a vacillé récemment après l'exhumation du site de Göbekli Tepe au sud-est de l'Anatolie, non loin de la cité de Haran, où Abraham séjourna selon la Genèse 12. Le site a été daté entre 9600 ans et 8200 ans avant notre ère. Il regroupe des structures architecturales constituées de colonnes monumentales en forme de T, agencées en arcs, en rondes et en anneaux, de manière à permettre, entre autres, des calculs astronomiques. Cela ne valide en aucun cas l'existence de l'Atlantide, pour laquelle il faudrait effectuer des explorations sur un fond océanique jadis ravagé par un cataclysme. Il n'en reste pas moins que Göbekli Tepe dégage la possibilité de l'épanouissement d'une civilisation quelle qu'elle soit, maîtrisant l'architecture, la géométrie, l'astronomie, et appliquant ses savoirs avec l'infrastructure technique adéquate, tant pour l'outillage que pour la planification du travail. Les historiens s'accordent à penser que la préhistoire a passé le relais à l'histoire avec l'apparition du premier document. Or, le plus vieux document évoqué, 9000 ans, se trouve être ce papyrus égyptien, qui aurait été conservé dans le cartulaire de la famille de Solon, où Platon avait accès. Pour justifier ces assertions, il lui suffirait de produire cette pièce à conviction. Malheureusement, le texte cesse brusquement et définitivement de le mentionner. Et tant qu'à parler de disparition, la victoire archéo-athénienne n'a laissé aucune trace archéologique, car peu après la bataille, la cité fut atteinte par l'onde de choc générée par la submersion de l'Atlantide et s'abîma dans une fissure du sol. Critias est donc un personnage très exigeant. Il contraint le lecteur à tenir pour vrai le récit de deux États enfoncés aux abîmes, rapportés par un manuscrit volatilisé sans explication. Il n'est au demeurant pas invraisemblable d'objecter que Critias pourrait pécher par fanfaronnade, en qualifiant son discours de « relation de faits historiques », et que Timée pourrait pécher par humilité en qualifiant son discours de « mythe vraisemblable ». Il est toujours possible que l'auteur fasse mentir l'un par vantardise, l'autre par pusillanimité. Mais si c'était le cas, Socrate n'aurait pas hésité à discuter. Or il approuve chaudement, page 26e, surtout qu'il ne s'agisse pas d'une légende modelée, plastata muton, une histoire vraie, alétinon logon, voilà qui est considérable. Pannéga. Par souci d'équité, on peut contrebalancer ce double malentendu par un troisième contresens, peut-être encore plus répandu, et qui continue jusqu'à nos jours à porter préjudice à la crédibilité de Platon. Symétriquement à la cabale des scientifiques sectaires qui court-circuitaient le prologue, une conspiration de littéraires non moins sectaires entraîne un cortège d'ésotéristes mystiques qui tiennent résolument l'Atlantide pour une certitude historique, mais qui court-circuitent l'affirmation de Critias selon laquelle l'Atlantide était corrompue et l'archéo-Athènes vertueuse. Et hypnotisé par on ne sait quel jeu de lumière sur les canaux concentriques et les murailles d'oricalque, ces atlantophiles exaltés laissent s'emballer leur imagination et se perdent en rêveries stériles, confondant l'Atlantide et l'Ange d'or. Contre toutes ces dérives, un seul remède, s'en tenir au texte exclusivement. Page 27a, Critias ébauche sans attendre l'attribution des discours aux intervenants, à commencer par Timée et lui-même.
Guillemets. Timée doit partir de la naissance du monde, au cosmou geneseos, et terminer par la nature de l'homme, anthropon susin. Et moi, après lui, comme si j'avais reçu de lui les hommes nés de sa parole, je devrais, conformément à la pensée et à la loi de Solon, les faire comparaître devant nous comme devant des juges, en faire des citoyens de cette cité. Fermeture des guillemets. Cet exposé vient de faire l'objet d'un résumé préalable, page 24D, et sera développé dans le Critias. Lorsque cet exposé sera achevé, le troisième convive, Hermocrate, prendra le relais, suivi du quatrième convive, l'anonyme absent, au cas où il ferait une entrée tardive. Par ce prologue, l'auteur met ainsi le lecteur en présence non d'un texte unique, mais d'un projet de diptyque déployable en polyptyque. Déploiement interrompu, comme le papyrus de Solon, la suite a disparu ou n'a jamais été écrite. Le lecteur ne dispose que du Timée et du début du Critias. C'est sur toutes ces interruptions que je vais interrompre, sur ces éclipses que je vais m'éclipser. La prochaine leçon sera consacrée à un hypothétique art dramatique platonicien, grâce auquel l'épopée deviendrait intégrable dans un non moins hypothétique cycle de tragédie. Merci.